Et oui les gars, aujourd'hui, je vais vous faire une sorte de guide complet sur comment optimiser sa production de testostérone naturellement. Donc cette vidéo, elle sera bien sûr dédiée surtout aux hommes, hein, parce que j'ai beaucoup moins de connaissances sur comment optimiser sa testo en tant que femme ou comment optimiser ses niveaux d'œstrogène. Là, ça va vraiment être comment optimiser sa testo naturellement chez les hommes. Et donc, on va parler vraiment de tout ce qui va être de l'alimentation au sommeil, les comportements, en fait, tout un peu ce qu'on fait tous les jours qui peut influencer en fait notre production de testostérone. Euh, donc je vais pas forcément revenir sur pourquoi en fait c'est intéressant d'avoir des hauts niveaux de testo en tant qu'homme. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Là ça va vraiment être un guide complet où j'ai regroupé un petit peu tout ce que j'avais en tête sur ce qui peut avoir dans notre vie une influence sur nos niveaux de testo. Je ferai un cours plus détaillé avec un PowerPoint, avec des choses comme ça, dans une sorte de masterclass qui sera sûrement payante que je prépare, que je suis en train de créer. Donc je mettrai le lien en description, ce sera une page Whoop, donc n'hésitez pas à même rejoindre dès maintenant parce que tant qu'il n'y a rien dessus, ce sera sûrement gratuit, donc vous aurez l'accès gratuit pendant un certain temps si vous rejoignez avant que le programme soit fini. Dans ce programme, je mettrai aussi d'autres choses, hein, des choses sur la santé de manière générale, des cours sur le sommeil, sur la santé mentale, etc. Mais voilà, du coup là, je vais essayer de vraiment de vous faire un guide complet, donc ça risque d'une vidéo assez longue, je pense. Je vais voir combien de temps ça va durer, mais parce que il y a vraiment pas mal de sujets abordés, pas mal de trucs à dire sur ce sujet. Et moi, honnêtement, ça fait un moment que je me renseigne dessus. Parce que de base, j'étais pas un mec forcément musclé, j'étais un peu skinny. Je sais pas si j'avais des WL testo. Je pense que j'ai jamais été trop à plaindre non plus parce que j'ai jamais été en mauvaise santé. Et je pense qu'il y a certains indicateurs, même si j'ai jamais encore fait de prise de sang pour mesurer vraiment mes levels de testostérone, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent indiquer en fait vos levels de testostérone, hein, votre santé, votre motivation de manière générale, et notamment en fait la libido, qui est un très bon indicateur en fait des niveaux de testostérone que vous avez. J'ai jamais eu vraiment de soucis par rapport à ça, donc je pense que j'ai toujours eu des bons niveaux de testo, mais j'ai vu beaucoup de ces facteurs augmenter, notamment la libido, quand j'ai commencé à faire les actions un petit peu que je vais vous décrire, à faire du sport, à bien m'alimenter, etc. Donc on va commencer par le premier facteur qui est pour moi sûrement le plus important pour améliorer sa testostérone, ça va être le sommeil. Alors, j'ai fait un guide complet, enfin j'ai fait une vidéo sur comment optimiser son sommeil. J'en ferai d'autres, mais allez la voir. Voilà, je vais pas revenir sur comment optimiser totalement son sommeil. Je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi et les grandes choses à mettre en place. Je vais faire un très rapide débrief sur ça. Donc déjà en fait, c'est hyper important en fait d'optimiser son sommeil pour énormément de raisons. Hein, mais notamment parce que y a une phase dans le sommeil qui s'appelle la phase REM, donc Rapid Eye Movement, avec mon super accent anglais, où c'est la phase où va se produire en fait la testostérone durant le sommeil. Donc la majorité de la testostérone qu'on produit va se produire durant cette phase de sommeil. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un sommeil suffisant, mais aussi un sommeil de qualité. C'est-à-dire que vous pouvez dormir peut-être 8 heures par nuit, 7-8 heures par nuit, et vous vous dites, c'est bon, je dors 7-8 heures par nuit, mon sommeil est suffisant. Mais si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, ça se trouve dans les 7-8 heures par nuit, vous allez avoir assez peu de temps de sommeil qui va être sur la phase REM. Il y a deux phases qui sont très importantes dans le sommeil, c'est la phase deep sleep, donc le sommeil profond, et le sommeil REM, donc qu'on appelle aussi sommeil paradoxal, où ça va être les phases où les neurones vont se reconstruire, où on va produire de l'hormone de croissance, de la testostérone, etc. Et du coup, ça va être des phases de sommeil très importantes. Je vais pas re-rentrer dans les détails de tout le protocole que je mets en place pour améliorer mon sommeil. Mais globalement, essayez d'avoir assez de temps de sommeil, environ 8 heures. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus selon le type de personne. La régularité, ça va être très important aussi, c'est-à-dire se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Éviter les lumières trop fortes avant de dormir
et éviter aussi la consommation de drogue et d'alcool avant le sommeil. Généralement, c'est d'autant plus détrimentaire. Si jamais vous devez consommer de l'alcool, ça va être mieux de le faire par exemple sur le temps du midi, parce que avant de dormir, en fait, votre sommeil va être assez perturbé, notamment la phase REM qui va être très importante pour la production de testostérone. Donc voilà, sur le sommeil, c'est un sujet où il y a énormément de choses à dire. J'ai fait une vidéo dessus pour pouvoir améliorer son sommeil. Je ferai d'autres vidéos qui parlent du sommeil, mais voilà, je vais passer sur ça parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, et si je commence à faire une vidéo complète, la vidéo elle va durer 3 heures. Donc première étape, vraiment optimiser son sommeil, c'est super important pour la production de testostérone. La deuxième étape, la plus importante pour moi, ça va être l'activité physique. Alors, et je pense que c'est vraiment là où j'ai vu chez moi en fait parce que j'ai commencé à faire du sport, de l'activité physique, et notamment des sports impliquant de la résistance musculaire, avant forcément d'essayer de chercher à optimiser mon alimentation, de chercher à optimiser mon sommeil. Et rien qu'en faisant juste en commençant la muscu globalement, j'ai vu une énorme augmentation en fait. Alors j'ai jamais fait de test de prise de sang, mais juste au niveau ressenti, j'ai vu une grosse augmentation de ma testostérone, ma mâchoire s'est clarifiée, ma libido a augmenté, j'ai plus de motivation, pour faire plein de choses, juste en fait en pratiquant un sport avec de la résistance. Alors effectivement, c'est prouvé que pour qu'il y ait une augmentation de testostérone, il faut pratiquer un sport impliquant une résistance musculaire. Alors, le top, ça va être la muscu, mais si vous n'avez pas de salle de sport à disposition, de poids à disposition, ça va être n'importe quel sport impliquant de la résistance musculaire. Donc ça peut être du poids de corps, du street workout, de la résistance avec des élastiques, si vous avez des élastiques. Je pense que la natation, ça doit marcher très bien aussi. Le top du top, c'est de faire de la musculation, et encore plus de faire de la musculation en force. C'est-à-dire privilégier, si vraiment vous voulez vous entraîner pour la production de testostérone et pas uniquement pour l'hypertrophie, etc. Si vraiment vous focussez votre entraînement pour la production de testostérone, il va falloir privilégier des séances assez courtes de moins d'1 heure, avec des gros exercices polyarticulaires, notamment squat, deadlift, bench, traction, farmer walk, des choses comme ça. En soulevant lourd, en faisant des courtes séries de 3-4 répétitions, et en prenant 2-3 minutes de repos à chaque fois. En bonus, je rajouterai tous les exercices qui vont, les exercices de grippe. Alors, je ferai une vidéo aussi sur les exercices de grippe, sur comment avoir un bon grip, parce que ça a plein d'impact en fait pas forcément au niveau performance. Moi, ça m'intéresse parce que je fais toujours, mais j'ai une période d'arrêt dû à mes problèmes de santé récemment, du jiu-jitsu brésilien, où c'est très intéressant en fait d'avoir une grosse force dans le grip. Et du coup, c'est pour ça que j'avais commencé à essayer d'entraîner vraiment mon grip et avoir un grip puissant, fort. Et alors, bon, ça a plein d'autres avantages. Déjà, avoir de beaux avant-bras esthétiques, et même au niveau de la testostérone, etc. C'est vraiment un bonus. Globalement, en fait, ça va être toute l'activité physique qui va augmenter la testostérone. Ça va être les exercices courts et intenses. Donc les sprints, c'est prouvé que ça va, de sprinter en fait un peu tous les jours, ça va augmenter aussi votre production de testostérone. Et au contraire, en fait, tout ce qui va être cardio sur un très très long, genre tout ce qui va être marathon, des choses comme ça, peut effectivement diminuer la production de testostérone. Tout ce qui va être exercice trop long. Donc si vraiment en fait votre objectif c'est d'optimiser votre testo, vous allez à la salle, vous faites des exercices polyarticulaires, vous soulevez le lourd sur 3-4 répétitions, vous faites des sprints, du farmer walk, et vous prenez un jour de repos, un jour sur 2. Et là, je pense que c'est le programme idéal pour vraiment optimiser votre testo. Alors, on n'a pas forcément envie de faire ça parce qu'on s'entraîne pour d'autres choses. Moi, par exemple, je m'entraîne un peu pour le jiu-jitsu brésilien, de manière esthétique, pour l'hypertrophie, etc. Donc, voilà, je vous dis pas de forcément faire ça, mais si votre objectif, c'est uniquement de faire plus de testo, je pense que ça, c'est le protocole idéal.
Ensuite, en 3 vient l'alimentation. Donc là, ça va être vraiment une grosse part. Et je vais passer pas mal de temps dessus parce qu'en fait, c'est là où on entend un petit peu n'importe quoi sur qu'est-ce qu'il faut manger. De manière générale, en fait, cette vidéo, elle va vous expliquer comment être en bonne santé parce que si vous avez une chose à retenir, c'est que un corps qui produit beaucoup de testostérone, c'est un corps en bonne santé, hein, et vice versa. Donc là, ce que je vais vous dire de manger, c'est aussi pour être en bonne santé, mais pour produire pas mal de testo. Globalement, faut manger du bœuf et des œufs. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. De la viande rouge, des œufs. Et voilà, vous pouvez arrêter la vidéo là. C'est bon, vous avez le plus important. Je vais expliquer pourquoi quand même. C'est que la testostérone, elle est produite à partir des lipides, notamment du cholestérol, notamment du LDL. Donc LDL, c'est Low Density Lipoprotein, qui est également appelé mauvais cholestérol. Alors, et c'est là où vient toute la confusion, c'est-à-dire que pourquoi c'est appelé mauvais cholestérol Si vous faites une prise de sang, que vous avez un taux de LDL fort, vous allez montrer ça à votre médecin, il va paniquer, il va vous dire faut arrêter de manger de la viande, faut arrêter de manger des œufs. Moi vraiment, et ça c'est incroyable, hein, c'est que je suis allé voir un médecin récemment. Du coup, parce que j'ai fait beaucoup de prises de sang, parce que j'ai quelques soucis de santé. J'avais dit à mon médecin, enfin j'avais dû lui dire dans le truc de la conversation parce que j'avais perdu beaucoup de poids, je lui avais dit j'ai rajouté un petit déj. Avant je mangeais pas de petit déj, là je me suis repris je me fais 5 œufs tous les matins. Et la médecin était paniquée, elle me fait 5 œufs quand même, c'est beaucoup, faut faire attention. J'ai pas osé lui dire que c'était juste mon petit déj et que je mangeais à peu près 10 œufs par jour. Mais du coup j'ai fait ouais ok, pas de souci, parce que bon, je savais qu'elle disait n'importe quoi. Elle me fait oui, il faut faire attention à votre cholestérol. Donc déjà, je lui montre une prise de sang avec marqué que mon cholestérol est parfait. Hein. Je mange 10 œufs par jour. Je lui ai montré mon taux de cholestérol. Elle me dit oui, non, mais faut vraiment vérifier le taux de HDL, LDL, etc. Très bien. Donc, outre ça, déjà, mon taux de cholestérol était pas plus haut que la moyenne, il était parfait, etc. Mais même si vous avez des hauts taux de LDL, c'est pas forcément mauvais. Alors pourquoi on appelle ça mauvais cholestérol? C'est parce que effectivement, en fait, le LDL peut augmenter les risques cardiovasculaires quand il est oxydé. C'est le LDL oxydé. En fait, c'est ce qui va causer en fait de l'inflammation et potentiellement des risques cardiovasculaires. Sauf que le LDL, il est très utile en fait à la santé de manière générale quand il n'est pas oxydé, notamment pour la production de testostérone. Donc alors pourquoi on appelle le LDL mauvais cholestérol s'il n'est pas spécialement mauvais? C'est parce que c'est la partie du cholestérol qui va provoquer des inflammations, des risques cardiovasculaires s'il est oxydé. Donc en fait, ce qui importe, c'est pas en fait le taux total de LDL, mais c'est plutôt le taux de LDL qui est oxydé. Parce qu'en soi, le LDL, il est essentiel à plein de choses, qui est la synthèse des hormones stéroïdiennes, la fabrication de membranes cellulaires, la production de vitamine D, etc. Donc c'est important en fait d'avoir un LDL qui va justement pas être trop bas, même si on l'appelle mauvais cholestérol. Mais ce qui va être important, c'est que ce LDL soit pas oxydé. Donc pour ça, en fait, va falloir consommer pas mal d'aliments antioxydants à côté, notamment de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, du zinc, des œufs, de l'ail, du curcuma, du gingembre, etc. Alors je mets pas le thé vert là-dedans parce qu'on verra, là on est en train de parler de testostérone et effectivement, même si le thé vert est un très bon antioxydant, c'est également peut y avoir des facteurs de réduction de testostérone avec le thé vert. J'en parlerai après. Mais voilà, globalement en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas avoir peur en fait du cholestérol et notamment pas avoir peur du mauvais cholestérol entre guillemets, du LDL. Parce que il est utile à plein de choses, dont la production de testostérone. Et ce qui va vraiment importer, du coup, c'est d'avoir des bons taux de LDL, mais non oxydés. Pour éviter que ce LDL s'oxyde, il faut éviter en fait tout ce qui va être les aliments oxydants, hein, globalement. Donc les huiles végétales, hein, qui vont être très oxydantes. L'huile végétale autre que huile de coco et huile d'avocat.
Huile d'olive crue aussi, ça c'est bien. Mais globalement, tout ce qui va être huile de tournesol, huile de colza, les huiles de noix, il va falloir vraiment éviter. Si vous voulez consommer des huiles végétales, ça va être vraiment l'huile de coco, d'avocat et huile d'olive, en préférant l'huile d'olive crue non chauffée. Éviter également tout ce qui va être friture, sucre raffiné et tabac et alcool également. Après, les aliments bénéfiques, ça va être les aliments qui vont avoir des fortes taux d'antioxydants. Donc, comme je l'avais dit, voilà, vitamine C, vitamine E, zinc, sélénium, œufs, ail, curcuma, gingembre, cacao aussi également. Donc voilà. Donc les autres éléments qui vont être bénéfiques du coup à la production de testostérone, on va avoir donc déjà faut privilégier une alimentation avec un fort taux de protéines. Donc voilà également du bœuf, des œufs. Les œufs, on a vu que c'était excellent pour déjà pour apporter un bon taux de protéines parce que ça va être une des protéines les plus assimilables par le corps humain, les œufs. Si ce n'est la protéine la plus assimilable peut-être. Déjà pour ça, parce que ça va contenir des oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine E, ça va être antioxydant, ça va apporter du bon cholestérol et du mauvais cholestérol également. C'est pour ça que mon médecin, en fait, quand j'étais allé la voir et que je lui avais dit que je bouffais 5 œufs par jour ou 6 œufs par jour le matin, elle m'avait dit faut faire attention, etc. Voilà, bon, n'écoutez pas votre médecin globalement. Et donc voilà, les œufs, vraiment, s'il y a un aliment en fait qui peut vraiment booster votre testo de fou, ça va être les œufs, vraiment. Genre, si vous pouvez garder un aliment de tout ce que j'ai dit de la liste, ça va être les œufs parce qu'il y a trop de facteurs dans les œufs qui font que c'est incroyable. Mais voilà, les œufs, le bœuf. Après, tous les autres aliments qui vont avoir des forts taux de lipides, de zinc, etc. On va vous retrouver l'avocat, donc les aliments antioxydants également, donc le gingembre, curcuma, l'ail, le bœuf, les œufs, les produits laitiers mais au lait entier. Faut savoir que les produits laitiers industriels ou globalement en fait si vous voyez écrit lait pasteurisé, ça peut y avoir des chances de réduction de testostérone. Parce que ça peut être un peu œstrogénique, mais voilà, tout ce qui va être beurre au lait entier, fromage au lait entier, le foie aussi. Le foie, c'est un multivitamine naturel, donc si vous le supportez bien, que vous aimez ça, le foie c'est incroyable aussi. Les oignons, le cacao, le miel, les fruits de manière générale. Alors la grenade, ça a été montré que ça pouvait, donc pareil, c'est antioxydant et ça peut augmenter la testostérone. Les fruits rouges également. Et après, voilà, dans tout ce qui va être aliments à éviter, ça va être les aliments qui favorisent l'oxydation, l'inflammation et la production d'œstrogènes. Donc, le thé vert, comme on a dit, c'était un très bon antioxydant, mais ça peut réduire en fait la conversion de testostérone en DHT, donc en testo libre. Et c'est quelque chose qu'on veut pas. Tout ce qui va être source aliment très oestrogénique, donc évidemment le soja qui va être très riche en phytoestrogènes, les graines de chia, graines de lin, etc. Les produits laitiers industriels, l'alcool, notamment la bière. Je sais que on vous a vendu en fait la bière comme étant une boisson ultra virile, voilà, les mecs qui boivent la bière, etc. Dans les faits, voilà, c'est pas ça. J'ai eu une grande époque où j'aimais beaucoup la bière aussi, mais s'il y a vraiment un alcool qui est rempli d'œstrogènes, c'est vraiment la bière. Alors, j'imagine que si vous la prenez de la bière artisanale, de la bière bio, etc., ça va limiter un petit peu les dégâts. Mais bon, globalement, en fait, tout ce qui va être alcool, ça va détruire votre testo. Et encore plus vraiment la bière, je pense c'est pire, le tabac et les huiles végétales dont on a parlé. Donc voilà, on va rentrer dans la partie comportementale. Ce qu'on a parlé du coup du sommeil, de l'entraînement et de l'alimentation qui sont les trois grands piliers. Et maintenant, on va parler de tout ce qui va être en fait comportement de manière générale, donc qui va pas rentrer en fait dans les trois cases qu'on a cités avant. Même si l'entraînement, on pourrait le citer comme un comportement, mais vraiment ça a tellement un gros impact que je voulais en faire une section à part. Donc
Là, je vais lister un petit peu tous les comportements qui peuvent booster ou réduire votre testostérone. Il y en a certains, c'est à prendre un peu avec des pincettes, hein. Il y a certaines études qui ont été faites là-dessus, mais voilà, globalement, je vais lister un petit peu tous les comportements qui peuvent affecter positivement ou négativement votre production de testostérone. En premier, j'ai mis donc l'activité sexuelle. Alors, sans parler de masturbation ni de pornographie, vraiment l'activité sexuelle avec un autre être humain, c'est quelque chose qui est montré qui booste votre production de testostérone. Globalement, en fait, toutes les activités où vous allez avoir besoin de testostérone, votre corps va comprendre en fait qu'il a besoin de testostérone et va en produire plus, dont l'activité sexuelle, la compétition, c'est pour ça aussi l'activité physique, hein, c'est pour ça que ça augmente la testostérone. Globalement, tous les comportements qui vont nécessiter en fait cette utilisation de testostérone vont augmenter votre testostérone. Donc l'activité sexuelle, à ne pas confondre avec une masturbation chronique ou l'utilisation de pornographie qui, ça peut être détrimentaire pour la production de testostérone. Un autre comportement qui va vraiment énormément augmenter la testostérone, ça va être la compétition. Alors, en fait, entrer en compétition, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une compétition sportive ou quelque chose de vraiment plus intellectuel. Pardon. Mais le fait, en fait, d'entrer en compétition, notamment avec d'autres hommes, va augmenter, en fait, la testostérone. Et c'est pour ça également alors moi, je le vois dans les sports que j'ai pratiqués. Et j'ai pratiqué énormément de sports en compétition. Et de tous les sports que j'ai pratiqués, là où il y avait un petit peu la meilleure mentalité, j'ai envie de dire, là où ça se serrait la main après les matchs, les combats, etc., c'était les sports de combat. Et je vois un petit peu tous les sports où il y a pas mal de contacts, même le rugby, c'est des sports qui ont une vraie bonne mentalité. Au contraire, à contrario alors je vais citer l'exemple du tennis de table, qui est un sport que j'ai pratiqué, que je me suis remis à pratiquer là de temps en temps. Alors qui est un sport que moi j'adore, mais par contre qui est un sport avec une vraie mentalité de merde. Et je le voyais notamment quand j'en faisais en compétition quand j'étais petit. Et alors, même moi, en tant que... je devais avoir 13-14 ans, donc à cette époque-là, j'avais pas énormément de testo, mais même moi, ça m'arrivait de m'énerver, de jeter ma raquette, etc. Et je voyais vraiment des adultes faire ça, des adultes m'insulter moi alors que j'étais un enfant, vraiment crier ah, fils de pute, jeter leur raquette, s'énerver, taper dans les tables. Et, et en fait, c'est la raison pour moi derrière ça, c'est que toute compétition va provoquer énormément d'ailleurs on voyait beaucoup moins les meufs faire ça, même si les meufs elles s'énervaient, elles faisaient, ah, putain. Mais on voyait pas les meufs jeter des raquettes, casser des tables, vraiment des trucs de fou, tu vois. Et en fait, pour moi, la vraie raison derrière ça, c'est que vraiment la compétition, en fait, ça réveille énormément de testostérone en soi. Et si tu peux pas, et du coup, la testostérone, c'est assez lié à l'agressivité. Ça provoque pas l'agressivité en soi, mais ça augmente en fait le threshold, comment on pourrait dire en français, le cap en fait. Il y a quand on a de l'agressivité qui est provoquée, donc notamment par une compétition, etc., normalement, on a un seuil à pas dépasser. Par exemple, jeter ta raquette, tu vas pas le faire parce que tu sais que tu peux blesser quelqu'un, tu sais que ta raquette, tu vas la casser, etc. La testostérone, en fait, va augmenter ce cap que tu es capable de franchir. Donc, en fait, c'est pour ça que les mecs qui se piquent sous stéro, en fait, ils sont pas violents plus souvent que les gens normaux, ils ont pas plus d'agressivité, ils sont pas plus souvent agressifs. Par contre, quand ils deviennent agressifs pour une raison ou une autre, ils vont être beaucoup plus agressifs parce que la testostérone va augmenter en fait ce seuil d'agressivité à ne pas franchir. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit des comportements très agressifs quand le sport qu'on est en train de pratiquer ne nous permet pas en fait d'évacuer cette agressivité. Je pense que dans les sports comme les sports de combat, vu le sport en lui-même nous permet en fait d'évacuer toute cette agressivité, ça fait qu'après voilà, on est beaucoup plus calme, on va pas insulter notre adversaire, enfin ça arrive jamais dans les sports
à haut niveau, le trash talk et tout, c'est un petit peu chorégraphié, on va dire, mais dans toutes les compétitions que j'ai vues, il y a quand même très peu ça en sport de combat, et il y a énormément ça, en fait, dans les compétitions de sport qui vont être, où il va y avoir beaucoup moins de contact. Je vois même à la télé, à haut niveau, les joueurs de tennis qui cassent leur raquette, c'est quand même assez fréquent, ou qui s'insultent, etc. C'est quand même quelque chose qui est assez fréquent, parce que bah, ça reste des sportifs de haut niveau, donc des mecs qui sont en bonne santé, des mecs qui produisent beaucoup de testo, et des mecs qui font de la compétition à haut niveau, ce qui va augmenter énormément leur testostérone, et du coup en fait leur agressivité, si elle n'est pas déchargée dans autre chose, donc elle doit se décharger dans le fait de je vais casser ma raquette, je vais insulter l'adversaire, donc dans des choses comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire que la compétition, il y a du moment qu'en fait vous allez faire la compétition dans quelque chose, vous allez augmenter votre testostérone, et vous allez l'augmenter encore plus si vous gagnez la compétition. Et va même y avoir une légère baisse en fait si vous perdez. Le truc, c'est que même si vous perdez, si vous vous inscrivez, vous faites la compétition et que vous perdez la compétition, de manière générale, ça reste positif pour votre production de testostérone, parce que la testostérone, en gros, que vous aurez gagné en faisant de la compétition, ça va être toujours positif par rapport à ce que vous allez perdre comme testo quand vous allez perdre, en gros. Donc, de manière générale, ça reste positif de faire de la compétition même si vous perdez, mais ça va l'être encore plus si vous gagnez. Donc voilà, clairement. Autre comportement super important pour la production de testostérone, ça va être l'exposition au soleil. Donc, notamment pour la vitamine D, qui est vraiment une des vitamines en fait les plus importantes pour la production de testo, et je peux même conseiller en fait de vous supplémenter en vitamine D si vous en avez pas direct assez dans votre alimentation, vous êtes dans un pays où si vous vivez en Angleterre grosso modo, donc si vous n'êtes pas assez exposé au soleil. Mais voilà, l'exposition au soleil pour la vitamine D, pour avoir un meilleur sommeil, un meilleur rythme circadien, donc forcément après un meilleur cycle de sommeil paradoxal, donc plus de production de testo, et plein d'autres choses qui font que l'exposition au soleil va vraiment avoir un effet positif sur votre production de testostérone. Ensuite, la réduction du stress chronique. Donc, faut savoir que alors le stress est très associé au fait au cortisol, et le cortisol, ça va être une molécule qui va inhiber directement la testostérone. Alors, le cortisol, il n'est pas à jeter, hein, il est utile pour la survie de l'espèce, pour votre rythme circadien, même pour votre production de testostérone. Il faut juste en fait arriver à bien le timer dans la journée, et c'est notamment ce que je disais dans ma vidéo sur le sommeil, c'est-à-dire que il faut que le pic de cortisol se fasse très tôt dans la journée, et c'est notamment pour ça qu'on va chercher à aller regarder la lumière du soleil quand on se lève. Si on fait de l'exposition froide, qu'on prend des douches froides, etc., c'est mieux de le faire tôt dans la journée. Pareil, si on fait des séances de sport très très intenses, c'est toujours un petit peu mieux de le faire pas trop tard le soir, parce que voilà. Et donc les pics de cortisol, en fait, ça va être bon pour la santé, surtout s'ils sont timés tôt dans la journée. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est un haut taux de cortisol chronique, c'est-à-dire avoir constamment un taux de cortisol chronique, ce qu'on va assimiler à du stress chronique. Et ça, du coup, vu que le cortisol inhibe la testostérone, bah, du coup, votre production de testostérone va être réduite. Donc voilà, ce qu'il faut éviter, c'est pas le stress en soi, c'est bien d'être stressé par moments succincts, très courts, notamment par de l'exposition volontaire au froid, par de l'entraînement, par des pics d'adrénaline provoqués par votre vie, hein. C'est bien que vous ayez des petites doses de stress dans votre vie. Mais par contre, ce stress, il doit pas être chronique, c'est-à-dire qu'il doit pas être continu tout au long de la journée. Ça doit être des petits pics qui si possible, sont timés stratégiquement. Donc, je ferai une vidéo exclusivement sur la réduction du stress pour donner des conseils sur comment réduire le stress chronique si vous avez un travail qui est très stressant, notamment par des techniques de cohérence cardiaque, de méditation, de prière, de marche, d'activité physique modérée, l'inositol aussi qui est un anxiolytique naturel qui peut être contenu notamment dans les amandes,
Voilà, pensez à bien vous hydrater. Je donnerai plein de conseils sur ça dans une vidéo entière, parce qu'il y a pas mal de choses à faire pour essayer de réduire ce stress et d'être mieux dans la vie de tous les jours, hein. Pas uniquement pour la production de testostérone, mais juste parce que vivre une vie où on est stressé H24, c'est rarement agréable. J'ai noté également l'exposition volontaire au froid. Alors, ça, moi je vois beaucoup d'impact sur moi quand je le fais. Je ferai une vidéo également sur l'exposition volontaire au froid, sur les ice baths, où je détaillerai plus ça. Mais globalement, en fait, moi j'ai beaucoup plus d'effets quand je fais des bains froids, des bains aux alentours de 8-10 degrés. Globalement, entre 8 et 15 degrés. Au-dessus de 15 degrés, je dirais peut-être pas assez froid. En tout cas pour moi, je sais que les femmes ont une moins grande tolérance au froid, une plus grande tolérance à la chaleur, donc elles peuvent avoir des effets positifs avec des bains peut-être un peu plus chauds, entre 15 et 18. Je sais que pour moi, en dessous de 15, il faut vraiment que ce soit en dessous de 15-14 pour que je sente les effets positifs. Et après, en dessous de 6-5, ça va juste me brûler. Et je sais pas si ça a un intérêt vraiment supplémentaire qui soit vraiment plus froid. Donc entre 8 et 12, moi j'aime bien. Et je reste généralement 3-4 minutes. Essayez de pas rester trop longtemps, surtout si vous commencez à le faire, hein. Allez-y progressivement, parce que sinon vous allez tomber malade. J'ai déjà fait 10 minutes d'un coup dans une eau à 4 degrés et j'étais tombé malade. Donc c'était pas une bonne idée. Et pareil, en fait, vu que on parlait du stress avant, là ça va être un stress physique, et si ce stress il est trop prolongé, ça peut être détrimentaire. Donc voilà, faut que ce soit sur un court instant. 3-4 minutes, je pense que c'est très bien. Dans une eau entre 8 et 15 degrés, c'est très bien. Et donc ça va être notamment positif pour la testostérone, parce que l'exposition volontaire en foie va augmenter votre seuil de dopamine. Et la dopamine, elle est corrélée directement à la testostérone. C'est-à-dire que votre production de dopamine augmente votre production de testostérone et vice-versa. Donc il peut y avoir un cercle vertueux dopamino-testostéronaire, je sais pas comment dire. Donc grosso modo, la dopamine va inhiber la prolactine, qui est une hormone qui peut faire baisser la testostérone. Et par d'autres également processus, la dopamine va augmenter la testostérone. Donc avoir un fort taux de seuil de dopamine de base va vous aider à avoir des bons niveaux de testostérone également. J'ai noté comme autre comportement, essayer de passer des moments uniquement entre hommes. Je sais que ça c'est quelque chose vraiment d'important en fait, parce que ça va réveiller pareil l'esprit de compète, l'esprit animal, etc. Et passer des moments de temps en temps exclusivement entre mecs, ça a un aspect positif vraiment pour votre production de testostérone et pour votre santé mentale de manière générale. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Du coup, voilà, essayez de le faire pas dans un bar où vous buvez de la bière, parce que du coup vous aurez ce côté détrimentaire de l'alcool sur votre production de testostérone. Mais si vous pouvez en plus faire ça et concilier ça avec un autre comportement, une autre activité qui va monter votre testostérone, notamment on a parlé de l'activité physique avant, hein, qui est vraiment un des concepts phares pour augmenter votre testo. Voilà, hein, c'est très simple, vous prenez des amis à vous et vous allez faire une activité physique, vous allez aller à la salle de sport ensemble, vous allez vous battre, vous allez faire une séance de boxe, vous allez dans un club d'arts martiaux, de jiu-jitsu où il y a que des mecs. Voilà, globalement, généralement entre mecs, il y a pas énormément de soucis à trouver une activité à faire, hein. Vous nous donnez 2-3 bâtons et on va se débrouiller. Mais voilà, essayez de passer du temps entre hommes. Ça peut être vraiment bénéfique pour votre production de testostérone également. Donc en dernier, je vais mettre les choses à éviter, hein, que ce soit au niveau alimentation ou au niveau comportement. Donc je vais répéter pas mal de trucs que j'ai dit avant. Les drogues, l'alcool, le tabac, voilà, ça va être vraiment à éviter pour votre production de testostérone. Je sais que, alors, il y a certaines personnes, dont Andrew Tate, qui disent que fumer, le tabac, etc., augmente la testostérone. Je suis désolé de vous dire, les fumeurs, c'est faux. Voilà, c'est pas vrai. C'est juste un mensonge. En fait, il y a des corrélations entre nicotine et testostérone, et encore, les études sont pas
sont pas folles. Je conseillerais même pas de prendre juste de la nicotine comme ça. Enfin, vraiment, je pense qu'à long terme, globalement, en fait, ce que je vous ai dit, c'est que un corps qui produit des bons levels de testostérone, c'est un corps en bonne santé. Donc tout ce qui va être détrimentaire à votre santé, globalement, ça va pas augmenter votre testo, ça va la baisser. Pourquoi il y a des études en fait qui montrent une corrélation entre tabagisme et testostérone, c'est que les personnes ayant des forts taux de testostérone ont plus tendance à avoir des comportements à risque. Et le tabagisme est un comportement à risque. Donc effectivement, c'est pas parce que les personnes qui fument vont avoir plus de testostérone, vont augmenter leur testo, c'est que les personnes qui ont plus de testo vont avoir plus tendance à fumer parce que c'est un comportement à risque, ils vont avoir plus tendance à avoir ce genre de comportement à risque. Mais je suis sûr qu'on peut faire ces études pour plein de trucs, pour les drogues, etc. Je pense que les personnes qui prennent des drogues régulièrement, elles ont plus de testo que la normale aussi. C'est pas parce que les drogues leur donnent de la testostérone, c'est juste parce que le fait qu'ils aient un fort taux de testostérone leur fait qu'ils vont avoir un comportement à risque. Et je pense que la corrélation elle est beaucoup plus dans ce sens que dans l'autre. Donc voilà, non, le tabac, c'est pas une bonne idée non plus. Désolé pour ceux qui pensaient que c'était le cas, mais non. Le manque de sommeil, voilà, j'ai fait un truc sur le sommeil. Le manque de sommeil, ça va vraiment être détrimentaire pour la production de testostérone. Être en surpoids ou trop maigre, ça pareil, pour une bonne production de testostérone, on va estimer avoir un body fat entre 10 et 18% pour que ce soit optimal. Donc si vous séchez, vous passez vraiment en dessous de la barre des 6-7%, vous allez produire un peu moins de testostérone que ce que vous pourriez si vous avez un taux de masse grasse un peu plus supérieur. Après, si vraiment c'est votre vie et que vous kiffez vraiment être écorché vif, être super sec, bah écoutez, allez-y, hein, mais sachez que en termes de production de testostérone, ça va pas être ce qui est optimal. Et pareil, en fait, si vous êtes vraiment en surpoids, vous allez pas avoir des niveaux de testo qui vont être optimaux. Donc, globalement, essayez d'être normal, c'est-à-dire un taux de body fat entre 10 et 18%, c'est assez optimal. Et alors ça va être un peu plus pour les femmes. Mais là, vu qu'on parle de testostérone, on parle vraiment que des hommes. La sédentarité, hein, il va être vraiment le contraire de l'activité physique en fait, donc c'est logique. La sédentarité va baisser votre testostérone, le stress chronique et l'anxiété, on en a déjà parlé. La masturbation chronique et la pornographie, j'en ai déjà parlé aussi. L'exposition des gonades à des trop fortes chaleurs. Donc ça en fait, il faut savoir que nos testicules sont à l'extérieur de notre corps pour une raison, c'est parce que elles doivent être un peu plus froides que notre température corporelle. Donc, ça va être détrimentaire pour plein de raisons, pour la production de spermatozoïdes. Globalement, en fait, tout ce qui va affecter la production de spermatozoïdes ou la qualité de votre sperme va aussi affecter votre taux de testo. C'est très très lié, donc généralement, s'il y a un truc qui fait baisser la qualité de vos spermatozoïdes, de vos spermes, etc., ça risque fortement de faire baisser votre production de testostérone. Donc voilà, évitez les jacuzzis trop fréquents, de rester trop longtemps dans l'eau chaude, même des douches chaudes, essayez que ce soit assez succinct. Pour ceux qui aiment bien faire des douches chaudes, les saunas. Si vous faites des saunas régulièrement, moi la petite astuce que je fais, c'est que je mets un pack de glace entre mes couilles ou alors un verre d'eau où je mets de la glace et je le pose entre mes burnes quand je fais des saunas. Donc bon ça vraiment si vous faites des saunas très très souvent, si vous en faites de temps en temps, je pense que ça va. Et évitez d'y rester trop longtemps, ou sinon en fait faites cette petite technique que je vous donne, c'est cadeau. Du coup pareil par rapport à chauffer en fait ces gonades et éviter de réduire la qualité de vos spermatozoïdes, on va éviter le téléphone dans la poche. Parce que voilà, au niveau des ondes et tout, ça va vraiment réduire la qualité de votre sperme. Donc, surtout en fait, si vous essayez d'avoir des enfants, et même en fait pour votre production de testostérone, évitez de mettre votre téléphone dans la poche. Hein. Vous le tenez dans la main. Moi, généralement, si j'ai pas envie de tenir mon téléphone dans la main, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un sac à dos sur moi, parce que j'aime pas avoir des trucs dans les poches. Mon porte-monnaie, je le mets jamais dans ma poche, et je mets mes affaires en fait dans mon sac à dos, et je pose mon sac à dos. Bon, j'ai pas spécialement peur de me faire voler, mais sinon, voilà, acheter une sacoche, je sais pas, faites un truc, mais évitez de mettre votre téléphone dans la poche.
Pareil pour l'ordinateur, évitez de le mettre sur vos genoux. Achetez soit un socle, soit vous le mettez un peu plus loin. Voilà. Les sous-vêtements trop serrés. donc, et préférez en fait acheter des caleçons amples, en coton ou en lin ou en soie. Mais évitez en fait tout ce qui va être polyester, élastane et d'autres trucs bizarres où il y a du plastique dedans. Évitez au moins, s'il vous plaît, pour vos sous-vêtements, pour vos caleçons. Parce que c'est directement en contact avec votre couille et avec vos couilles et avec la transpiration, en fait, c'est connecté. Vous allez avoir du plastique qui rentre dans vos testicules. Et ça, effectivement, pour la testostérone, pas besoin de vous dire que ça va pas être optimal. Et pour finir sur les trucs à éviter, je voulais parler de tout ce qui va être exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc là, on va retrouver vraiment les plastiques, les BPA, les cosmétiques chimiques, les désodorisants, les pesticides, etc., etc. Donc, je ferai vraiment une vidéo dédiée là-dessus parce que ça devient vraiment de plus en plus dur d'éviter les perturbateurs endocriniens parce qu'il y en a partout et que toute notre vie, que ce soit en fait dans nos vêtements, dans notre alimentation, dans ce dont on se sert pour cuisiner, etc. En fait, ça devient vraiment super dur d'éviter à 100%, impossible d'éviter à 100% les perturbateurs endocriniens. Donc, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est juste de les limiter au plus possible. Et pour ça, je vais vous donner vite fait 2-3 conseils. Je ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus où je vous parlerai de ça comme un autiste, comme un psychopathe, sur vraiment tous les petits trucs à faire un peu casse-couille pour éviter les perturbateurs endocriniens. Là, je vais donner en fait des gros conseils, les principaux, des trucs à éviter qui sont pas trop coercitifs dans la vie de tous les jours. En premier, on va essayer d'éviter les microplastiques dans l'alimentation. Donc, un truc, et pour moi c'est le plus important, le truc qui est le plus facile à faire, ça c'est vraiment facile, c'est vous jetez toutes vos planches à découper en plastique, vous les jetez toutes et vous achetez des planches en bois. Les planches en plastique n'ont aucun intérêt, elles se lavent plus difficilement, ça met du plastique dans vos plats, ça pue, ça sent le plastique, elles fondent, elles se détériorent beaucoup plus vite, ça a vraiment aucun intérêt, je sais pas pourquoi en fait des gens ont acheté ça de manière générale, ça coûte même pas super moins cher, enfin ça doit pas coûter très cher, je sais pas combien ça coûte, mais les planches en bois coûtent pas cher, hein, vraiment, vous en avez à 5 euros, vous allez dans votre supermarché, vous achetez une planche en bois à 6-7 euros, et voilà. Vraiment, je comprends pas le principe des planches en plastique, c'est plus chiant à laver, à chaque fois que vous coupez avec un couteau, il y a des petits bouts de votre planche qui se mettent dans votre bouffe. Littéralement, là, vous pouvez le voir, c'est même pas du microplastique, c'est vraiment juste du plastique. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous en débarrassez. Et globalement, en fait, tout ce qui va être en plastique et vous allez vous en servir pour cuisiner, les tupperwares en plastique, ça dégage. Surtout, c'est sur le fait de jamais chauffer. Si vraiment vous en avez, ça existe des tupperwares en verre. Hein, si vous voulez vous servir de tupperware, achetez des tupperwares en verre. Ne faites jamais chauffer quelque chose dans du plastique et le manger après. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter. Voilà, globalement, dès que vous allez, les bouteilles en plastique, c'est un peu plus dur. Parce que on va pas acheter tout le temps des bouteilles en verre. Donc je comprends que pour ceux qui boivent pas l'eau du robinet, ou même moi de temps en temps quand j'ai envie d'acheter de l'eau pétillante, je vais acheter dans des bouteilles en plastique. Ce qu'il va falloir éviter, c'est de jamais déjà réutiliser les bouteilles en plastique, les laisser au soleil, les laisser chauffer dans un endroit chaud. Donc voilà, quelques trucs à éviter. Vraiment, surtout, les réutilisez pas et évitez de les laisser au soleil, de les faire chauffer. Voilà, globalement, tous les trucs en plastique, les louches en plastique, les assiettes en plastique, les couverts en plastique, les verres en plastique, même les shakers en plastique. Hein, moi, j'ai remplacé. Je vais peut-être vous montrer tout ce qui va être gourde en plastique également. Moi, j'ai ma petite gourde en acier inoxydable, je vais pas dire la marque, hein, mais c'est pas un truc très cher, je vais pas dire, si allez, je vais dire la marque, c'est Quechua. Et donc voilà, si Quechua veut me sponsoriser, et non, cette gourde, elle est top, parce qu'elle est en inox. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'elle fait que 50 centilitres, j'aimerais bien une plus grande, mais voilà, genre, c'est assez facile en fait de remplacer vos gourdes en plastique dans des gourdes en inox.
Pareil pour les poils, éviter en fait tout ce qui va être téflon. Donc privilégier les poils en inox ou en fonte. Je sais que c'est un peu chiant parce que les poils en inox, elles accrochent, ou faut les culotter à chaque fois, etc. Donc ça peut être un peu plus chiant, mais voilà. Ça va être les trucs principaux qui vont être pas super chiants. Pour les vêtements, éviter les vêtements qui contiennent du polyester, surtout pour les sous-vêtements. Et privilégier les vêtements qui vont être en coton, en lin ou en soie. Je sais que, bon, alors pour les sous-vêtements, pas vraiment d'excuses, hein, parce qu'ils font des très bons sous-vêtements en coton qui sont assez élastiques maintenant, donc qui permettent même de faire du sport avec. Je sais que par exemple pour les vêtements de sport, ils font beaucoup de vêtements en lycra, donc vraiment avec des alliages de polyester et tout, notamment pour les rash guards pour le jiu-jitsu. Et en fait, c'est d'autant plus mauvais que vous allez transpirer, donc quand vous allez faire du sport en fait, parce que vos pores vont s'ouvrir et c'est là où vraiment vous allez laisser entrer plein de conneries. Donc ça peut être une bonne idée de faire des saunas après pour transpirer, pour enlever un petit peu les toxines. Et sinon, c'est vrai que par exemple pour le jiu-jitsu, en fait, c'est compliqué d'avoir un short en coton parce que bon, pour ceux qui pratiquent un peu la MMA, le jiu-jitsu, en fait, si vous n'avez pas un vêtement collé au corps, ça peut arriver en fait de vous coincer. Déjà, ça va se déchirer votre t-shirt, et ça peut arriver en fait d'avoir une main, un bras, une jambe coincée dans le t-shirt, donc c'est super chiant. Ce que moi je fais, alors ça c'est vraiment un truc d'autiste, mais c'est que des fois en fait je mets un t-shirt en coton et je mets un rash-guard par-dessus. Bon, je crève de chaud et je passe vraiment pour un mongol, mais voilà, c'est une petite technique. Voilà, faut falloir éviter tout ce qui est parfum, fragrance, etc. Privilégier peut-être les huiles essentielles. Le déo, c'est non. Genre déjà en fait, les déos qui vont vous empêcher de transpirer, il faut transpirer en fait. Si votre corps il transpire, c'est pour évacuer les toxines. Donc lui dire de pas transpirer en fait, c'est vraiment de la merde. Et en plus, dans tous les trucs, vous allez mettre directement sur vos bords, donc aux endroits où vous transpirez, donc aux endroits les plus dangereux, vous allez mettre du parfum, etc. Enfin, c'est vraiment terrible. Le déo, faut oublier totalement. Et voilà globalement un petit peu sur les perturbateurs endocriniens. En toute fin, je parle de la supplémentation. J'ai pas parlé vraiment de supplémentation dans cette vidéo parce que je pense que vraiment tout ce dont j'ai cité, tout ce dont j'ai parlé, l'activité physique, le sommeil, les comportements, l'alimentation, ça a vraiment beaucoup plus d'impact que n'importe quel supplément que vous allez prendre. Je vais quand même parler de 3 suppléments qui peuvent être vraiment bénéfiques pour votre production de testostérone. Ça va être le zinc biglycinate, le magnésium biglycinate et la vitamine D3. J'en ai parlé un petit peu de ça dans les comportements et dans l'alimentation. Ça va être les 3 suppléments principaux qui vont vraiment aider à votre production de testostérone. Tout le reste, alors il y a des trucs qui peuvent aider, etc. Et je dirais, faites un petit peu attention à tout ce qui va être ashwagandha, tonkatali, où il y a d'autres trucs, des herbes, les tribulus et machin. Il y a des trucs déjà qui fonctionnent pas. Voilà, il y a des trucs fenugrec. Enfin, il y a pas mal de trucs. Vous regardez un petit peu dans les boosters de testo. Enfin, alors, il y a des trucs qui sont bénéfiques. Pas mal de choses. C'est que le tribulus, ça peut avoir un impact positif sur votre libido. Ça va pas augmenter votre testo. Il y a des trucs qui effectivement ont montré sur certaines études, mais déjà pas sur des êtres humains, que ça pouvait augmenter un petit peu la testostérone, mais peut y avoir par exemple des effets secondaires. Je pense au tonkatali, à l'ashwagandha, etc. Faites gaffe avec ça, et honnêtement, je pense que vous avez déjà beaucoup à faire avec tout ce que j'ai dit dans votre vidéo avant en fait de vous supplémenter par des trucs un peu moins étudiés comme ce que je viens de citer. Donc vraiment, si vous voulez 3 compléments qui sont 100% safe et qui vont aider sur plein d'autres aspects de votre santé autres que la testo et qui vont vraiment augmenter votre testo, ça va être le zinc biglycinate, le magnésium biglycinate et la vitamine D3. Et vraiment, concentrez-vous sur vraiment tout ce que j'ai dit dans cette vidéo si vous souhaitez augmenter votre testostérone naturellement. Et si après ça, vraiment, vous avez encore des soucis de testo, etc., oui, vous pouvez vous renseigner sur d'autres trucs. Mais globalement, voilà, je pense qu'il y a vraiment à faire avec tout ce que j'ai cité pour éviter d'aller chercher des trucs un peu trop bizarres. Voilà pour cette vidéo.